Lumière, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux, d'avoir affronté les barricades et les non-bus, si j'ose dire, pour venir écouter. Alors, ce n'est pas un cours de cinéma. Non. Non. C'est une conversation, on va Oui. dire, mais essentiellement alimentée par notre invité que l'on peut applaudir, accueillir. J'ai l'impression que tout le monde connaît le capitaine du Nexus 6. C'est la question que j'avais posée. Qui ne connaît pas Nexus 6 ici? Eh bien, vous allez apprendre à le connaître. Abonnez-vous. Bon, juste pour présenter rapidement, comme ça, vous voyez pourquoi on m'invite. Nexus 6, c'est une chaîne YouTube qui parle de science-fiction en faisant de la science-fiction, puisque on a choisi de faire le format, ce qu'on appelle du chronique fiction, de la chronique fiction. C'est-à-dire qu'en même temps que je vais analyser des œuvres ou des thématiques de la science-fiction, eh bien, vous allez suivre les aventures du vaisseau spatial de contrebande Nexus 6 au XXIe siècle de votre époque. Et du coup, voilà, en même temps que les analyses, il y a tout un univers qui va se dérouler devant vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'invite pour parler de Blade Runner, puisque Nexus 6... Ah bah, il y a un petit rapport, quand portable même. De chez Google. Oui. Et non, pas du tout. Nexus 6, ça vient de Blade Runner, et du coup, c'est mon film préféré. Et c'est pour ça que le Forum des Images a eu la gentillesse de me proposer de venir en parler aujourd'hui. Bah, l'une des premières questions, c'est qui a vu Blade Runner, parce que là... Non, ou qui n'a pas vu. Non, plutôt. Qui n'a pas vu, c'est toujours plus simple. Bon, ben on va il y aura peut-être un petit peu de spoil, mais vous pouvez surtout voir ou revoir Blade Runner dans cette même salle juste après. Ouais. Donc, juste un petit mot pour dire aussi qu'on est dans le portrait de Los Angeles. Vous savez, depuis quasiment 3 mois, même on ne les compte plus. Les jours, on arrive à la fin de ce portrait de Los Angeles, donc il y a eu beaucoup de choses de dites. Et là, on était au moment où on avait aussi envie de conjuguer cette ville un peu au futur, de voir un petit peu comment on a pu voir, avoir une vision de Los Angeles dans le futur. On a pu voir il y a quelques jours Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous pourrez voir demain Appel d'urgence, si vous n'avez jamais vu Miracle Mile. Lequel Appel d'urgence de Steve Jarnat, très bien. Miracle Mile, le titre français est un petit peu moins connu, mais si vous ne connaissez pas ce film, allez le découvrir demain à partir de 16h30. Et donc, dans ce cadre, évidemment, Blade Runner était inévitable. Et Renaud Gessionnec, pour quand même citer le patronyme entier, le capitaine. Bon. Oubliez ce que vous venez de... Voilà, ils ne connaissent pas mon nom, normalement. Ah non, on ne connaît pas. Ah non, mais bon, comme vous l'avez mis partout sur le site... je n'ai rien dit, Trop tard. On coupera ça au montage, évidemment. Donc, le capitaine, c'est comme ça qu'il faut vous l'appeler. Oui, le capitaine. Donc, pour parler de ce monolithe de SF, en tout cas, c'est un film qui est important pour toi, tu viens de le dire. En effet, on s'était rencontrés, en tout cas, moi, la première fois que j'étais rencontré en chair et en os, et non pas en pixels. C'était ici, on avait accueilli la première édition d'un festival dédié à la science-fiction qui s'appelle les Mycéliades. Et sur scène, tu avais dit, Blade Runner, voilà, c'est l'un des plus beaux films du monde. Donc je dis, voilà, on veut quelque chose sur Blade Runner. Donc, comment Blade Runner est-il entré dans ta vie? C'est ça la question. C'est le plus grand film de l'histoire de l'humanité. Bon, à mon sens. Même si, comment on en est arrivé à ça? Bon, déjà, je vous envie, vous qui ne l'avez pas vu. J'aimerais tellement l'extirper de ma mémoire et le retrouver avec des yeux neufs. Pour l'anecdote, je l'ai vu, j'avais 6 ans, la première fois. Mais ça, c'est un grand classique avec moi. Mes parents m'ont montré des trucs qui n'étaient pas du tout faits pour mon âge. Mais Blade Runner, pour le coup, c'est moi qui avais décidé de le voir. J'étais tombé sur un article dans Télérama. Alors, je suis fils de prof, donc c'était Télérama, France Inter, la totale, chez moi à la maison. Et il passait sur France 2, je crois. C'était plus Antenne 2 déjà, mais France 2. Et je vois cette image. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Je voulais justement vous montrer. Je n'ai pas pris les devants. Excusez-moi. Hop. Est-ce que ça marche? Ça ne marche plus. Non. Ça va venir, Quentin. En régie. Sauve-nous. Il faut passer du côté de l'écran, ça y est. Alors là, pour le moment, on est sur 2049. Alors ça, c'est pas ça que je veux vous montrer. Tac, hop. On va aller à la seconde. 6292 de Blade Runner 1. Malheureusement 1, j'ai envie de dire, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, hop, tac, tac. Hop. J'ai dit 6292, c'est ça? Je crois, oui. Très bien.
j'ai découvert cette fonctionnalité sur VLC. Vous pouvez... Enfin bref. Ce n'est qu'en seconde. Ce n'est qu'en seconde, il faut faire la conversion, du coup, c'est un petit peu chiant. Hop, tu peux baisser un petit peu la lumière, Quentin, merci. Et je vais vous montrer. On va regarder rapidement. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Tu peux rallumer les lumières, Quentin, s'il te plaît. Voilà, c'est la première image que j'ai vue de Blade Runner dans ma vie. C'était la capture d'écran qu'avait fait Télérama. Et donc je vois Harrison Ford, qui était certainement le comédien que j'aimais le plus quand j'avais 5-6 ans, puisque Han Solo, Indiana Jones, vous imaginez bien. Et je le vois. C'était une période de ma vie où je regardais un peu tous les films d'Harrison Ford. À la télé. À la télé, du coup, effectivement, ou en location. Mais VHS, du coup, etc. Je regardais tout ce qu'il faisait. Oui. Et c'était un film dont j'avais jamais entendu parler. Et j'étais déjà fou de science-fiction. Et le résumé me parle d'androïdes sur une terre dévastée, etc. Enfin, tout ce qui me plaît, quoi. Et je vois ça. Donc, bon, là, avec la lumière, on voit moins. Mais alors, la perspective, bon, il va se casser la gueule et mourir. Il y a des bagnoles en bas, je comprenais pas trop, mais ça m'avait vraiment marqué. Et donc, merci Quentin. Et du coup, je demande à ce qu'on me l'enregistre. Les connaisseurs de la chaîne connaissent peut-être l'anecdote, mais du coup, on me l'avait enregistré en SECAM, alors que j'avais un magnétoscope en PAL. Et du coup, il était en noir et blanc et sans son. C'est-à-dire que les 3 premières fois de ma vie, je les regardais en noir et blanc et sans son. C'était Metropolis, quoi. C'était Metropolis. Et pourtant, j'étais fasciné. Enfin, je les regarde. Il faut imaginer un gosse de 6 ans devant la télé qui regarde un truc en noir et blanc et sans son et qui quand même apprécie l'expérience. Et après, du coup, on a découvert qu'on pouvait passer en SECAM et donc j'avais la couleur et le son. Et du coup, ça a été extrêmement marquant. Je ne saurais pas expliquer. C'est un tout. C'est un tout. Et puis je vais certainement y revenir pendant cette discussion. Mais c'est le plan d'entrée avec ces flammes, ces putains de flammes. Qui nous prennent aux tripes dès le début, cette ville tentaculaire. J'en avais une vision un peu romantique. C'est-à-dire, c'est marrant, j'en parle souvent sur la chaîne, en tant qu'enfant, je trouvais ça génial. J'avais envie d'y être. En tant qu'adulte, tu dis, non, bof, parce qu'on comprend plus tout ce que ça suppose, ce monde horrible, ou déshumanisé, ou avec une caste d'esclaves, que sont les réplicants. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un monde enviable. Quand on est enfant, on voit juste des voitures volantes et on a juste envie de ça, en fait. Et donc, c'est un film qui m'a accompagné toute ma vie. Et c'est un tout. C'est la musique de Vangelis. C'est cette vision dystopique. C'est tout, quoi. Ton premier sentiment, parce que le film est assez lent, est assez étrange dans sa manière d'avancer, etc. Pour un enfant de 6 ans, on n'est pas dans le film d'action. C'est pas Indiana Jones, quoi, non plus, quoi. C'est encore moins Star Wars. Ouais. Donc, il y avait vraiment une rupture avec Blade Runner. Après, je dirais que c'était une époque où même les films d'action savaient avoir des moments lancinants, quand même. On savait mettre des pauses. Bon, j'ai pas envie de dire que c'était mieux avant, même si la vidéo que j'ai sortie hier peut le laisser penser, pour celles et ceux qui l'ont vu. Il y a une nouvelle vidéo ouais. qui est sortie hier. Ouais. C'est pas ce que je voulais dire, je veux pas dire que c'était mieux avant. Mais en tout cas, le cinéma était différent, ça c'est sûr. Donc je pense que déjà on acceptait peut-être un petit peu plus ça, même en tant qu'enfant. Et je pense que même en plus en tant qu'enfant, on est grosso modo une espèce de plante verte. Faut nous arroser, nous donner à manger, et puis on sécrète ces choses, tout ça extérieurement. Et puis après, on commence à développer une pensée. Mais je veux dire, j'étais fasciné par... En fait, je trouve que le film apporte suffisamment de choses continuellement, des petites trouvailles de science-fiction, des petites inventions, des petits gadgets, pour que même enfant... Après, j'étais peut-être particulier, mais même enfant, on puisse s'intéresser en fait au film, quoi. Et cela dit, c'est marrant parce que le fait de le voir en noir et blanc, le rattacher à l'une des inspirations
de Ridley Scott, enfin, le côté film noir, série noire, enfin, le côté Bogart, etc. Enfin, qui est dans le film aussi. On en parlera certainement à travers les décors. Mais voilà, tu rattachais inconsciemment non, mais ton PAL et ton SECAM ont rattaché le film à une tradition. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et au-delà de ça, même le format cassette VHS, donc la VHS, hein, vous savez, la cassette qu'on mettait dans un magnétoscope. Il faut savoir que du coup, je l'ai poncé, je l'ai regardé des centaines de fois le film, et au fur et à mesure des années, en fait, même en couleur, le film était assez sombre. C'est-à-dire que quand j'ai redécouvert le film des années plus tard en DVD et encore après en Blu-ray, il y a une forme, pas de déception, j'ai pas envie de dire ça, mais une forme de « Ah, c'est pas le film que moi j'ai vu ». Par exemple, l'appartement de Descartes, on en parlera après, je le trouve, dans les versions d'aujourd'hui, moi je le trouve extrêmement lumineux. Ça peut paraître paradoxal parce qu'il est quand même assez glauque, mais moi, il faut comprendre que sur ma VHS, je ne voyais presque rien de ce qu'il y avait chez lui. C'est-à-dire, je voyais sa tête, je voyais les néons par la fenêtre et ces rayons de lumière qui le traversaient, je voyais des ombres, et c'était à peu près tout, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, dans la version remasterisée, en plus, aujourd'hui, en 2160p, Blu-ray 4K, machin, on voit tout, quoi. Et du coup, moi, limite, des fois, je baisse un peu la luminosité de l'écran, quoi, pour le regarder. Voilà. Donc ça, c'est mon rapport à Blade Runner. Mais on est là pour parler de Los Angeles. De Los Angeles. Alors, le Los Angeles de Blade Runner, on est en 2019. On est en 2019. Sauf que là, on est en 2023. Mais bon. Oui. Le film date de 82. C'est du... Comment on pourrait appeler ça? C'est de l'anti-futurisme, quoi. Ça devient... C'est une question qu'on me pose souvent, ça. Est-ce qu'un film de science-fiction est encore de la science-fiction une fois qu'on a dépassé sa date? Je dis bah oui, parce que c'est la vision de science-fiction d'une période donnée. D'ailleurs, on va en parler. Mais définissons peut-être un petit peu ce qu'est Los Angeles, déjà. Je voulais vous faire participer, d'ailleurs. Bon, on n'a pas le micro, on n'a pas besoin, à la limite, crier fort pour le moment. Bon, représentation de Los Angeles dans Blade Runner. Aujourd'hui, Los Angeles, on pense à quoi? Allez-y. Hollywood. J'ai entendu l'argent, c'est ça? L'argent, oui. Les quoi? Les bouchons. Hein? J'y avais pas pensé. Le soleil, merci. Des choses un peu plus positives. La plage. La police, c'est pas positif, ça. Les villas, voilà, bon, le fast. En tout cas, on est plus sur le fast. Hollywood, c'est le premier truc qui est venu. Le fitness. Le fitness, non, mais voilà, moi j'avais noté ça. J'avais noté aussi le côté cosmopolite de la ville, hein, quand même. C'est une ville, c'est 140 nationalités, 224 langues parlées, et le gigantisme, quand même. C'est une ville, du coup, je me suis renseigné, c'est 100 km du nord au sud, quoi. D'ailleurs, j'avais pris un petit peu la carte pour vous montrer. Hop. Donc, alors, il faut savoir en plus que c'est une conurbation qui va de Santa Clarita, on va dire, donc là c'est Granada Hills, jusqu'en fait à Palm Springs ici, et avec plus bas, si je ne me trompe pas, San Diego, là. Donc en fait, ce que je vous dis, c'est que la ville de Los Angeles, qui est donc ici entourée en rouge, c'est 100 km, donc de là jusqu'à Long Beach, mais tout le reste... ça reste une conurbation continue, quoi. Donc on est déjà sur une forme de gigantisme assez incroyable. C'est assez marrant de voir qu'au sein de la ville, il y a des villes enclavées, et que Compton, j'apprends que Compton ne fait pas du tout partie de Los Angeles, que ça fait partie de Anaheim à côté. Enfin bon, bref, ça c'est des détails. Mais du coup, on est sur une ville qui présente une forme de gigantisme absolu. On n'est pas là pour parler... comment on dit, j'oublie le terme, politique des territoires et des villes, mais voilà, on est... Aménagement du territoire. Aménagement du territoire, urbanisme. Urbanisme, d'accord. On est sur une ville qui a aussi redéfini un peu la vision de la ville américaine, qui a, à l'époque, il y a ce qu'on appelle l'école de Chicago, c'est le downtown, le centre historique, entouré par des quartiers plutôt populaires, puis entouré par des quartiers de moyenne classe, de classe moyenne, et ensuite les villas riches, etc. Là, ça a eu une histoire totalement différente, parce que déjà fondée par les Espagnols au 18e, ensuite les anglo-saxons, les WASP, les protestants sont arrivés et ont eu une logique d'extension avec une logique de la maison dans la nature. Donc ce qui explique aussi toute cette étendue de la ville qui est en fait gigantesque. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a de la ville aujourd'hui. C'est ce qu'on pense de Los Angeles. Mais dans Blade Runner, on n'est pas là-dessus, hein, très clairement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir pourquoi, d'une certaine manière, Ridley Scott
a choisi de placer le récit dans la ville de Los Angeles. Et on va voir qu'en fait, je pense que ça a été mûrement réfléchi. Donc, là, on va d'abord parler de ce qui est un petit peu évident. Je pense que vous le savez, Blade Runner a donné naissance, en tout cas pour son aspect visuel, à ce qu'on imagine du cyberpunk en général. D'accord ? Le genre cyberpunk, qui ne sait pas ce qu'est le cyberpunk, peut-être. Ok. Le cyberpunk, c'est un sous-genre de la science-fiction. C'est un genre dans lequel on va explorer. C'est un genre profondément dystopique où on va explorer la déshumanisation de la société au sens large, c'est-à-dire que la société va être contrôlée par les États-nations se sont effondrés en général, où leur pouvoir est minimisé, c'est les grands conglomérats capitalistiques qui dominent le monde, l'humain n'est plus qu'un rouage dans la machine, on va dire. Souvent, on est aussi dans une notion de destruction de notre environnement. On va y ajouter tout l'aspect cyber, c'est-à-dire les intelligences artificielles, les univers, les mondes virtuels, pardon, et aussi la cybernétisation des corps, c'est-à-dire avec les augmentations cybernétiques, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette partie-là de la science-fiction qu'on résume dans le cyberpunk. Au Japon, après, c'est des choses comme Akira, par exemple, ou Tetsuo, qui ressort d'ailleurs en ce moment, Exactement. Tsukamoto, qui vont accomplir du côté japonais, en tout cas, cet aspect cyberpunk. Exactement. Il y a cet autre film japonais en noir et blanc complètement fou. Je suis sûr que quelqu'un dans le public là. Tetsuo, mais tu l'as dit. Pardon, excuse-moi. Tetsuo. Je pensais que du coup tu parlais du Tetsuo d'Akira. Ah, du Tetsuo d'Akira, qui est le personnage dans le Tetsuo de Tsukamoto. T'as tout à fait raison. Du coup, voilà, donc ça c'est le cyberpunk. Et c'est pas Blade Runner qui a donné naissance au genre, c'est plutôt, aujourd'hui on dit plutôt le neuromancien de Gibson. Blade Runner ne fait pas partie pleinement du genre parce que même s'il y a les réplicants qui sont plus des humains, on dit souvent androïdes parce que c'est pas des robots, c'est pas des clones, c'est des androïdes, mais c'est des êtres artificiels qui imitent l'humain. Donc on est sur une forme d'intelligence artificielle, mais on n'est pas dans les mêmes réflexions que ce que le cyberpunk apporte là-dessus en général. Et puis il n'y a pas de monde virtuel, il n'y a pas ces aspects-là, quoi. Donc on est plus sur l'aspect visuel du cyberpunk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le cyberpunk c'est perpétuellement... Enfin, perpétuellement, non, il y a des contre-exemples. Mais je veux dire, en général, c'est des grandes sociétés, des grandes villes, des grandes mégalopoles polluées avec des voitures volantes et des buildings gigantesques. C'est du fait de Blade Runner. En tout cas, auprès du grand public, parce que, et je suis sûr que là tu allais enchaîner, Blade Runner s'est aussi inspiré d'autres travaux qui ont été faits avant. N'est-ce pas, Fabien ? Oui, mais on peut, voilà. Non, mais après on peut parler notamment de travaux de BD, par exemple. Oui, par exemple, Moebius. The Long. Chaque fois j'ai envie de dire The Long Goodbye parce qu'on en a parlé ici. C'est l'adaptation de Chandler, mais c'est très lié. Mais c'est The Long Tomorrow de Moebius, dont Ridley Scott avait aussi un projet d'adaptation à l'époque où il prépare Blade Runner. Donc voilà. Donc Moebius, c'est vraiment l'une des sources d'inspiration d'un Ridley Scott qui est en plus quelqu'un qui vient de la publicité, qui vient vraiment d'un univers visuel, et c'est vraiment ce qu'il apporte. Dire que c'est aussi son troisième film, c'est uniquement son troisième film, après Duelist et Alien, et là, il nous fait Blade Runner, donc c'était assez imposant. Donc voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot de cet aspect BD ou... Ouais. Non, tu as tout dit, à part cet aspect influence. Bon, vous le savez, Moebius, Jodorowsky, tous les gens de cette époque-là ont fortement imprimé leur marque sur la science-fiction mondiale, avec le magazine Métal Hurlant aussi. Y a, à tel point qu'aujourd'hui, c'est même difficile de voir qui a influencé qui, etc. Je crois savoir, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu Jodorowsky's Dune, donc le documentaire sur... je crois qu'il affirme, d'ailleurs, que son travail sur ce film a fortement influencé Blade Runner derrière, et même Alien et tous les films qui ont été faits à cette époque-là. Il y a un comparatif à la fin du documentaire où on voit les travaux graphiques qu'ils avaient fait pour le Dune que Jodorowsky devait faire, et des films par ailleurs qui ont des exemples dans des films qui sont sortis après, et c'est vrai que c'est assez étonnant, voilà. Donc voilà, il y a eu toute cette école qui a profondément marqué la science-fiction internationale, voilà. C'est français, mesdames et messieurs. Et un petit mot, oui, c'est français, monsieur. Francophone en tout cas, avec Jodorowsky.
Et c'est adapté de Philippe Cadic. Enfin, oui. Ah oui, même si ça s'éloigne grandement, il a plus ou moins validé le scénario. Il n'a pas vu le film, je crois qu'il est mort juste avant. Il est mort juste avant. Mais je crois qu'il avait vu quelques extraits et je crois qu'ils étaient un peu en bisbille parce qu'il avait trouvé que... qui a lu Les Moutons électriques? Le film est quand même très différent, hein. Il y a des thématiques qui sont un peu oubliées, notamment la religion. moi je l'ai lu il y a longtemps, il faudrait que je le relise. Je l'ai lu je crois quand j'avais 11 ans, donc ça commence à faire 302 ans. Il y a toute une question sur la religion, etc., qui n'est pas trop, ou très peu, ou en tout cas en sous-texte traité dans le film. Donc je crois savoir qu'il n'était pas très content à la base sur ce que allait être le film. Et alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu un témoignage qui disait qu'il avait vu, avant de mourir, quelques extraits et qu'il avait trouvé ça génial. Bon, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que je ne sais pas, mais je l'ai lu en tout cas. Tu veux l'enchaîner ou j'enchaîne? Ça va très bien, très bien. Ok, super. Donc, voilà, on a défini un petit peu le cyberpunk et on va voir en quoi Blade Runner nous montre exactement ce qu'est le cyberpunk avec un autre extrait. Je suis très content de cette nouvelle fonction. Ok, tu peux baisser un petit peu, Quentin? Avec, du coup, évidemment, le début du film. Merci Quentin. Ok. Bon là, ça nous présente le lieu, quoi. Los Angeles, 2019. On est très loin de ce qu'on a pu définir par le passé, juste auparavant. Bon après, on est de nuit, mais on comprend que c'est pas fameux, quoi. Hein. Franchement, comme je vous dis, ces putains de flammes là, moi j'ai trouvé ça génial. Alors faut savoir, du coup, c'est lié au fait que ma cassette était usée. Là, on comprend bien que c'est des usines, je trouve. Enfin bon, pas là sur ce plan, mais quand ça s'illumine avant, quand elle crame. Voilà, vous voyez, quand elles font les flammes, on voit que c'est une usine. Mais moi, quand j'étais gosse, j'étais persuadé que les flammes sortaient des immeubles d'habitation des gens. Et je trouvais ça génial. Une grosse cheminée, alors. Ah ouais, très grosse cheminée. Je trouvais ça dystopique, c'est-à-dire que le monde est tellement horrible qu'il y a des flammes qui sortent de ton immeuble. Je trouvais ça génial. J'étais persuadé que les gens vivaient dans des immeubles qui, je sais pas, évacuaient le trop-plein de chaleur en faisant des flammes de 40 mètres. Enfin, je sais pas. Quelle déception, alors. Eh ben, un peu. Alors, après, le message reste là, c'est-à-dire que donc on voit qu'au sein même de la ville, parce que qu'est-ce qu'on nous montre là? Donc c'est le premier aspect cyberpunk du film, c'est la pollution au sens large, c'est-à-dire la destruction totale de notre environnement, c'est-à-dire là on est sur, enfin je veux dire, je suis pas trop sûr du bilan carbone de cette production. D'ailleurs, on ne sait même pas à quoi ça sert, ça fait juste des flammes. Si ça se trouve, c'est juste fait pour ça d'ailleurs. J'aime cette idée. Mais du coup, il y a vraiment, dès le plan d'intro du film, on comprend qu'on est dans un monde qui est terrifiant, d'une certaine manière. Tu voulais dire un truc? Non, c'était juste, peut-être tu allais le faire, c'est de rendre hommage à Douglas Trumbull, qui est alors le concepteur des effets spéciaux, et plus que des effets spéciaux, de toute cette maquette. Je crois que c'est ce qu'avait vu Philippe Cadic d'abord, c'est ce genre de plan. Douglas Trumbull, d'ailleurs, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, et qui a fait les effets de 2001 l'Odyssée de l'espace ou de Rencontre du troisième type, qui avait travaillé aussi ensuite avec Ang Lee. Donc voilà, Ridley Scott s'appuyait vraiment aussi sur les talents nombreux, notamment celui de Trumbull, qui a conçu ce Los Angeles. Ouais, clairement. Non, mais d'une manière générale, de toute façon, tout chef-d'œuvre vient
d'une multitude de talents. Et même sur Alien, il y a Dan O'Bannon et Giger, évidemment. Donc on ne peut pas donner que crédit aux réalisateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, on met beaucoup l'accent sur les réalisateurs, parce qu'effectivement, c'est lui qui chapeaute un peu le truc, mais c'est vrai que c'est bien de parler aussi des autres postes, parce que tout projet est un syncrétisme de talent, quoi. Mais tu as raison de le citer. Je m'étais noté un autre plan, je ne sais plus pourquoi, c'est quoi le plan d'après que je me suis noté parce qu'on parle de pollution, je me suis noté ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pour après, oui. Donc, excusez-moi. Enfin, c'est pour maintenant, mais je voulais revenir sur, du coup, on y retourne. C'est pour le plaisir d'utiliser la fonction. C'est en fait. ça, exactement, ça, exactement. Je suis très fier de ça. Alors attends. Non, tu peux laisser la lumière. Donc attendez, j'y retourne. Donc voilà. Cette vue de Los Angeles, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? C'est le début de Blade Runner. Pardon? Ouais. Ouais, non, mais je parle vraiment là, le paysage, enfin la ville, la présentée comme ça. Ouais. Non, mais je parle, en fait, c'est juste que c'est une vue qu'on voit, enfin, en tout cas, moi, la première fois que je l'ai vue, ça m'a fait penser à une vue qu'on voit très souvent de Los Angeles. C'est cette vue-là qu'on a de l'observatoire, vous savez, près de Griffith Park. Alors, souvent, on la voit sans le downtown, sans les immeubles. Vous voyez, c'est un peu là où les amoureux viennent en voiture au bord de la falaise et voient la ville de Los Angeles dans plein de films. Je crois que La Fureur de vivre, il y a des choses là. Voilà, exactement. Là, par exemple. Ouais. Et en fait, c'est un peu l'image idyllique de Los Angeles. Moi, c'est-à-dire, la première fois que j'ai vu ce plan, j'ai pensé à ça tout de suite. Et je pense que c'est pas anodin. Alors, c'est peut-être que moi, pour le coup, et j'ai un peu fait des recherches et je vois pas, Ridley Scott n'en parle pas, mais je pense que c'est pas anodin de se dire qu'il a choisi un peu ce plan idyllique très romantique de Los Angeles qu'on voit d'habitude pour le réutiliser tout de suite en ouverture de ce film, mais y ajouter donc ces putains de flammes et des voitures volantes et puis les pyramides Tyrell qui imposent autre chose, quoi. Donc je pense que c'est, en termes de mise en scène, une volonté vraiment de détruire dès le premier plan. Outre l'aspect pollué, etc., vraiment, on prend une image romantique de la chose et on la dévoie complètement. Voilà, je sais pas si t'es d'accord. Ah bah si, oui, complètement. Et du coup, ça m'a fait penser à... du coup, je retourne au plan que je vous ai montré avant. Donc, c'était 2216. Hop. Tac. Excusez-moi, c'est un peu fastidieux, mais on y arrive. Hop. T'es pas obligé de baisser le son, là, Quentin. Hop. Donc... Vous savez, dans Blade Runner, il y a ces dirigeables qui vous invitent donc à aller à partir dans les colonies de l'espace, puisqu'on apprend dans l'univers de Blade Runner que ne restent sur Terre que les gens, les prolétaires, grosso modo, et que les gens riches ou qui méritent d'une quelconque manière vont dans les colonies de l'espace. Et vous voyez ce plan dans le dirigeable, je trouve qu'il ressemble énormément à ce plan idyllique que je viens de vous montrer de Los Angeles, avec ces longues allées, etc. Et pareil, c'est marrant parce que quand j'étais petit, le terme off-world, je ne l'avais pas interprété comme les mondes extérieurs, enfin voilà, comme c'est traduit là, c'est-à-dire aller en dehors de la Terre. J'avais compris comme une espèce de message de propagande de le monde est fini, vous voyez. Et je pensais que ça montrait le plan du début de Los Angeles, parce que bon là on peut pas. Je trouve que le plan n'est pas assez parlant pour dire que... Sur une VHS, en plus. Ouais, en plus. Ouais. Mais le plan n'est pas assez parlant pour montrer que les planètes extérieures sont forcément géniales, quoi. Par contre, ça présente un peu cette vision romantique de Los Angeles que je vous ai montré auparavant. Donc, par mon erreur, j'ai quand même fait le lien entre les deux. Et voilà, bon, là, c'est mon interprétation, et chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Puis après, il y a l'autre aspect très cyberpunkien, j'ai envie de dire, qui est purement visuel. Ce sont les néons, évidemment. Une vie nouvelle
nouvelle vous attend dans les colonies de l'espace. Saisissez la chance de tout recommencer à zéro, au paradis de l'aventure. Rejoignez les colonies de l'espace. Cette annonce vous a été offerte par la Shimago Dominguez Corporation. Merci Quentin. Donc voilà, le néon, symbole des années 80 évidemment, et donc à cette époque-là on imagine un univers de cyberpunk, on veut mettre de la couleur dans le noir, et en fait ce rapport entre le sombre et le très coloré, mais en même temps punchy, et moi je trouve les néons que c'est toujours un peu froid aussi. Je trouve que c'est une super idée en fait de direction artistique, mais ça a profondément marqué, je dirais, au-delà du cyberpunk, la science-fiction en général, puisque celles et ceux qui ont peut-être vu mon épisode sur les gadgets inutiles de la science-fiction, c'est que je trouve que souvent en science-fiction, quand on veut faire futuriste, on met des néons à des trucs qui n'ont pas de néon, et on met des lasers à des trucs qui n'ont pas besoin de laser. Et là, c'est exactement la même chose avec les parapluies. On a donc des parapluies laser néon. Alors, bon... Ça peut être utile dans le noir. Enfin, ça peut être utile dans le noir, mais bon, sincèrement... oui, à la limite, décoratif. si ça te réchauffe, peut-être. Si c'est oui. bon, voilà. Mais pareil, bilan carbone du machin, j'en sais rien. Donc, je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment... C'est une pure idée de science-fiction. C'est-à-dire, allez, on met des lasers sur les trucs. J'ai un jeu en ce moment avec des potes, c'est... puisqu'on est en 2023 là en ce moment, mais que c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu à l'époque, c'est de trouver des exemples nuls cyberpunk de notre époque. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un balader son chien, et ben la laisse, elle avait des putains de néons dessus. C'était une laisse néon avec des LED, et je suis là, ouais, c'est cyberpunk mon gars. On m'avait dit des voitures volantes, des sabres laser, des overboards, des laisses laser mon gars, des laisses avec des LED. Et en fait, jouer à ce jeu, vous vous rendez compte qu'on a des petits trucs cyberpunk partout. Ça, d'une certaine manière, c'est cyberpunk. Ça n'a pas de néon, c'est dommage. Mais, vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui, en fait, ça crée tout un imaginaire. Ça crée tout un imaginaire, on s'imagine le futur d'une certaine manière, et on se rend compte, là, aujourd'hui, qu'on n'est pas du tout là-dessus, même si les années 80 reviennent en force, il y a un peu cette esthétique qui est revenue ces dernières années, mais là, on met les potards à fond, quoi, tout simplement. Est-ce que tu as aimé les néons? T'es né en quelle année, Fabien? Oh là là, non, je suis né avant les néons. Ah là là. Ouais. Et avant le film. Juste un peu et avant le film, oh. Ouais. Oh, pardon. Mais comme j'ai dit, tant que t'es né avant Tchernobyl, en même temps, ce premier plan... puisqu'il me ramène à mon enfance. Oui, ouais. Mais moi, anecdote personnelle, mais comme vous tous, peut-être, moi j'habitais un village, oula, on est dans séance, près d'Amiens, que vous connaissez peut-être grâce à notre cher président. Voilà. Et donc, quand j'arrivais dans la grande ville, parce que j'habitais dans un petit village, il y a une zone industrielle. Et il y a un moment, un effet de... Voilà, on voyait cette zone industrielle la nuit, et moi, c'était toujours Blade Runner que je voyais. Ce premier plan, voilà, avec les fumées, les trucs comme ça. C'est une anecdote qui n'est pas très intéressante, si. Mais voilà, je voulais la ramener parce que Blade Runner était dans ma vie aussi pour ces raisons-là. Non, mais moi je trouve ça très intéressant parce que justement, ça veut dire que c'est un film qui a réussi à capter une imagination et à toucher les gens sur des choses très personnelles, je pense. Et c'est ça qui fait les grands films, en fait. C'est ça qu'on a moins aujourd'hui, je trouve, personnellement. Mais après, c'est la question que je pose. Je pense que Barbie va faire cet effet-là. Ah, tu crois? Je sais pas. Je ne sais pas. Après, on est sur des êtres en plastique. En tout cas, des êtres artificiels. Non, mais après, le débat, c'est aussi, est-ce que c'est pas l'âge qui fait ça? Est-ce que quand on est jeune aussi, ces choses-là ne prennent pas une portée plus profonde aussi? Cela dit, je pense que tu vas peut-être l'évoquer à travers le décor, etc. Mais ce qu'on voit déjà ici, notamment, là, c'est la première apparition de Descartes, c'est ce qu'on pourrait appeler ce rétro-futur. C'est-à-dire que l'intelligence, c'était aussi de Ridley Scott, etc. C'était de filmer des choses déjà vieillies, déjà usées, et de jouer avec ce côté film noir, etc. Mais voilà, c'est pas une vision... la dystopie passe par le côté... Tout ça a déjà vécu, en fait. Il y a des références avec des objets très anciens, déjà. Donc, effectivement, on en parle après, mais juste pour quand même rebondir, c'est un procès qu'on fait souvent à la vieille science-fiction, vous savez, les vieux Star Wars avec des gros boutons, etc. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, on a des choses plus ergonomiques, Mais en fait, c'est faire un faux procès dans le sens où, je pense, à moins d'aller sur quelque chose de complètement altéré, on n'arrive jamais à réellement deviner ce que va devenir le futur, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part plus sur, vous voyez, des hologrammes ou des écrans transparents, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, quand on y réfléchit, je parle en science-fiction, sauf qu'en fait, quand on y réfléchit,
un écran transparent, c'est complètement débile. On ne voit pas bien. Je veux dire, si vous voulez regarder votre film sur votre écran transparent, vous êtes là, en fait, il faut que je me mette dans le noir complet. Et... Enfin, vous voyez, en fait, au final, ça c'est vachement mieux. C'est pas transparent et en fait, vous pouvez vraiment bien voir votre film, par exemple. Et typiquement, c'est là où je parle des fois de gadgets inutiles, d'idées idiotes de la science-fiction. C'est qu'elle veut pousser le truc jusqu'au bout, de trouver le truc cool qui a l'air cool, et des fois, elle se trompe complètement. Et typiquement, dans Blade Runner, voilà, ils se sont pas dit. Alors, dans le premier, il n'y a pas d'hologramme. On n'est pas là-dessus. Je pense qu'effectivement, ça porte un propos sur ce côté rétro, et donc on va en parler. Mais mine de rien, il n'y a pas vraiment cette volonté d'aller dans ce type de science-fiction-là. Mais même quand la science-fiction, elle fait un peu cet effort, moi je pense qu'elle se trompe un peu perpétuellement, quoi. Je pense que vraiment, aujourd'hui, si on veut imaginer un futur lointain et la technologie, comment elle va évoluer, j'ai envie de dire naturellement, il faut aller plutôt du côté de la biomécanique. Tu vois, des appareils qui seraient mi-biologiques, mi-mécaniques, et en accord aussi, peut-être quelque chose de plus écologique, etc. Mais vous voyez, j'ai peut-être complètement tort. C'est un peu plus Cronenberg, finalement. Oui, voilà, presque. Mais peut-être qu'on va pas du tout aller vers ça. Mais c'est juste que moi, je me dis, trouvons une altérité totale, quoi. Vraiment un truc complètement différent. Bon, c'est un autre débat, on va pas développer. Et ensuite, ce que nous montre un peu ce plan, mais on va développer après, c'est aussi la forte influence chinoise, en tout cas dans les bas-fonds de la ville, et notamment la cité de Kowloon, qui était... vous avez certainement déjà entendu parler de ce quartier de Hong Kong, qui était le lieu où il y avait la plus grande concentration démographique au monde à une époque, qui a été rasé dans les années 90, je crois. Mais voilà, on va y revenir après sur cet aspect-là. Et puis ensuite, tout simplement, on en a un petit peu parlé, il y a évidemment ce qu'on va appeler donc les immeubles, ces immeubles tentaculaires qu'on nous montre tout au long du film. Et donc je vais vous montrer mon plan préféré. Celles et ceux qui connaissent bien la chaîne le savent. Tu peux me baisser. Ouais, ça va être court, mais... Merci. Donc voilà, ça c'est mon plan préféré du film. Du monde ? Du monde, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être. Du film, c'est déjà du film en tout cas. Parce que c'est un moment qui est calme. Le plan ne sert à rien au niveau de l'histoire. Le personnage est en train de se boire un verre. C'est un anti-héros, quoi. Le mec est déprimé, alcoolique. Et juste, il regarde par son balcon. Et en fait, ce plan n'est fait que pour montrer le lieu. Il n'est fait que pour montrer Los Angeles, le cadre dans lequel il vit. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit qu'il vit dans un immeuble parmi tant d'autres. Je trouve que la perspective est incroyable, on ne voit même pas vraiment le fond. C'est très haut. Je crois qu'il dit 97e étage quand il est dans l'ascenseur. Il demande au 97e étage. Tu as l'impression qu'il y en a encore au-dessus, et c'est juste un immeuble d'habitation. Il n'est pas riche. On n'est même pas sur un immeuble où les riches vivent au-dessus des nuages, etc. On voit la pollution, on voit que mine de rien, c'est pas mal vide, ce qui n'est pas le cas partout dans le film. Et puis, il y a cette architecture qui est assez particulière, qui est vraiment au carrefour de différentes cultures. Mais je vais explorer ça avec vous un peu après, donc je ne veux pas trop développer. Mais on voit aussi une forme de chaos dans l'ordre. Ça a l'air ordonné, etc. Mais on sent que c'est très sale en bas. On sent que quand je vous parlais de cyberpunk et de la fin des États-nations, en tout cas d'une forme de communauté publique qui gère la cité et qui gère la société, on sent que là on n'y est plus du tout, quoi. Et ce plan, il est juste incroyable, je trouve. Donc il y a cet aspect labyrinthique. Tout au long du film, on va voir aussi des immeubles aux formes étranges. Des fois, quand ils sont au sein des voitures volantes, les plans s'attardent des fois sur des immeubles dont on ne connaît pas l'utilité, on ne sait pas à quoi ils servent, mais ils sont tous biscornus, etc. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est pour aller, en fait, un peu à l'encontre aussi de l'autre élément important du film, qu'on va voir après, qui sont les tours Tyrell. Donc la Tyrell Corporation, donc la société qui crée les réplicants dans Blade Runner, qui est, c'est pas dit comme ça, mais on comprend que c'est certainement le Apple, Amazon d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire c'est la société la plus puissante de ce monde-là. Et là, par contre, les immeubles sont
extrêmement définis, extrêmement beaux d'une certaine manière. Enfin, ils revêtent une forme de beauté, avec en plus une forte inspiration maya sur les bâtiments. Je vais vous montrer un petit extrait d'un YouTuber qui s'appelle Architecton. Alors, je ne sais pas si on dit Architecton ou Architecton. Je l'ai rencontré il y a quelques années au Frame Festival. Il est super et il a fait un épisode sur Blade Runner et l'influence maya dans Blade Runner. Je vais vous montrer un court extrait. N'hésitez pas ensuite à vous abonner à sa chaîne, c'est vachement bien ce qu'il fait. Et comme ça, moi, j'aide un petit peu aussi les autres créateurs. Abonnez-vous cool. Également à ma chaîne tu fais que quoi je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Non, forumdesimages.fr. Ah, d'accord. Hop. Les deux monuments à la vue. Wow, pardon. Excusez-moi. On n'avait pas réglé le son là-dessus. Excusez-moi. J'espère qu'il n'y a pas une pub qui va se lancer. De la Tyrell Corporation évoque les pyramides à gradins des civilisations mésoaméricaines, comme la pyramide de Kukulkan à Chichen Itza, la pyramide de Tikal ou encore la pyramide du Soleil à Teotihuacan, dans les régions actuelles du Mexique et du Guatemala. Les civilisations mésoaméricaines, comme celle des Mayas, ont une puissante force évocatrice, même si elles relèvent pour beaucoup de fantasmes, mêlés de crainte et de fascination, d'archaïsme et de sophistication. Une civilisation millénaire, noyée dans la jungle, une astronomie et une mathématique très avancées, une architecture monumentale, à la fois archaïque et délicate. Mais une société esclavagiste, une technologie de l'âge de pierre, des rites sanglants incluant torture et sacrifice humain. Et ce sont ces paradoxes entre fascination et répulsion que le film invoque quand il emprunte à l'architecture précolombienne. Parlons-en un peu de celle-ci. Vous ne voyez pas pourquoi? Moi si. Sans doute du fait du terrain accidenté, les Mayas n'utilisaient pas la roue et transportaient à dos d'homme les pierres de construction de la carrière au chantier. Elles étaient donc de petite taille et de forme cubique. Ils ne produisaient pas non plus d'outils en fer, c'est pourquoi ils employaient du calcaire de construction suffisamment tendre pour être sculpté avec des outils en pierre plus durs, comme de l'obsidienne. La pierre était donc une ressource précieuse. C'est pourquoi les Mayas recyclaient et remaniaient beaucoup leurs monuments. Ils construisaient en gigognes, c'est-à-dire qu'ils amplifiaient un ouvrage ancien par l'ajout de niveaux successifs et d'accollements de volume. Bon, j'espère que vous vous souvenez comment on couvre un espace avec des cailloux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand on a des gros cailloux, on peut employer le système de piliers linteaux, c'est-à-dire poser des pierres massives verticales soutenant des pierres massives horizontales. C'est comme ça que fonctionnent les temples grecs, par exemple. Quand on a des petits cailloux, on peut les faire s'appuyer les uns sur les autres pour franchir de plus grandes portées. C'est le système de l'arc et de la voûte. Bon, les Mayas, ils n'avaient pas de gros cailloux et ils n'avaient pas inventé l'arc et la voûte non plus. Ah c'est ballot. Par contre, ils avaient un genre de mortier à la chaux pour coller les cailloux entre eux. Du coup, il ne leur restait plus qu'une technique très archaïque. C'est ce qu'on appelle la fausse voûte. Depuis deux murs opposés, les nations Mayas superposent chaque strate de pierre liée au mortier, en s'avançant légèrement sur le vide par rapport à la précédente. Les deux côtés finissent par se rejoindre et s'appuyer l'un contre l'autre, en formant un genre de fausse voûte, haute et triangulaire. Mais cette technique ne permet pas de créer de larges ouvertures et mobilise d'énormes quantités de pierres, tant pour la voûte massive que pour les murs qui la supportent. Fatalement, la maçonnerie est aussi épaisse que les portées sont étroites et les intérieurs sont sombres et exigus. Pour alléger visuellement cette architecture massive, les Mayas sculptaient leurs façades hautes et aveugles. Ils exprimaient tout leur art en élaborant des frises géométriques et des sculptures figuratives extraordinaires, comme ce bas-relief sur un palais de la cité d'Uxmal. Et si vous êtes observateur, vous avez peut-être compris pourquoi cette digression soudaine sur l'architecture maya. Parce que le pouvoir évocateur de cette architecture à la fois archaïque et sophistiquée est invoqué non seulement par les pyramides de Tyrell, mais également par l'appartement de Descartes. Bien joué, si vous l'aviez deviné. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super ce qu'il fait. C'est cinéma et architecture, enfin, c'est toujours autour du cinéma. Non, c'est l'architecture en général. Et il se trouve que des fois, il va faire ce genre d'émission. C'est vachement bien. J'aime beaucoup. Et il est super sympa en plus. Donc, let's go. Architecton. Je suis pas abonné. Hop. Wow.
Eh ben faites-le maintenant, voilà. Ok, donc il y a vraiment cette inspiration. Il le dit dans la vidéo, c'est super. C'est que on va y venir à l'appartement de Descartes, donc où il y a aussi cette inspiration. C'est l'architecte, c'est Frank Lloyd Wright, qui était un très très grand architecte. Et en fait, il avait recherché un style architectural. Il voulait réinventer un petit peu l'architecture américaine. Et du coup, il s'est dit que pour réinventer cette architecture, il faut aller absolument vers un style qui est purement américain. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas le style occidental qui s'est importé en Amérique, mais en tout cas, il est allé chercher du coup plutôt du côté des civilisations précolombiennes, et il a fait des villas assez incroyables, dont l'Ennis Villa, où a été tourné l'appartement de Descartes et qui a été utilisé dans plein de films. Si je dis pas de bêtises, hein, et là c'est le moment Patrice Brion, qui est un youtubeur des années 70, non c'était le cinéma de minuit oui. sur France 1 à l'époque. Je suis Patrick Brion, une chaîne Patrick YouTube. Brion, voilà, avec une voix je vais pas l'imiter, mais ce que je veux dire c'est que cet architecte, Frank Lloyd Wright, il y a eu un film de King Vidor, Le Rebelle, qui s'est inspiré beaucoup de sa vie avec Gary Cooper, ouais. donc un très très beau film, donc en effet c'est une figure très marquante en tout cas de la culture américaine et du cinéma en particulier. Le Rebelle, King Vidor, voilà. Ok, super. Et ensuite, du coup, sur la ville de Los Angeles, on est aussi sur des styles architecturaux qui se côtoient, et il y a une forme de mélange des genres, comme ça aussi. Donc, on va regarder un petit extrait de nouveau. Lumière, s'il te plaît, Quentin. Donc voilà, ce qui définit aussi le cyberpunk, rebaisse un petit peu juste pour qu'on puisse bien voir, s'il te plaît, merci. Donc, on peut voir que se côtoient différents styles architecturaux, de l'ancien, du nouveau, tu en parlais tout à l'heure, de la décrépitude et du moderne. Donc là, on voit les grands mégalithes, j'ai envie de dire peut-être, en tout cas les mégalithes modernes et illuminés du monde futuriste. Et on voit que se côtoie avec le Bradbury Building, alors là, la façade n'est pas réelle, ou en tout cas, il y a des rajouts. Mais en tout cas, c'est un immeuble qui existe à Los Angeles et que vous pouvez visiter. Et du coup, on peut voir non seulement que l'ancien côtoie le nouveau, mais sur l'ancien, on ajoute du nouveau. Vous voyez, ces tubes, les lampadaires qui sont très futuristes. On va rajouter des formes de néons futuristes, les parcs-mètres qui sont bizarres. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on l'oublie, les véhicules, on va y revenir, des véhicules futuristes. Et ça aussi, c'est tout l'aspect, on va dire, un peu post-moderne de Blade Runner. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de post-modernisme, mais si j'ai bien compris ce qu'était le post-modernisme quand je l'ai un peu étudié il y a quelques années, en tout cas, c'est aller à l'encontre de ce qu'était le modernisme, c'est-à-dire une espèce de confiance en l'avenir et dans les technologies, etc. Le post-modernisme, c'est un peu aller à l'encontre de toutes ces choses-là. Et en fait, Blade Runner est post-moderne, mais il y a des gens qui critiquent cet aspect. Mais en tout cas, on peut considérer Blade Runner comme une œuvre postmoderne, puisqu'elle nous montre un monde où la technologie n'a pas apporté le bien à l'humanité, ne l'a pas aidé à s'émanciper, et surtout, on voit aussi que on essaye de faire du neuf avec du vieux, où on laisse le vieux en décrépitude. On n'est pas là pour raser le modernisme, en fait, d'une certaine manière. Il y a des gens qui disent que le film n'est pas comme ça parce que c'est juste une posture du film, mais bon, là c'est un petit peu un autre sujet. Sauf si tu t'y connais extrêmement bien en postmodernisme. Non, on va pas faire de... Non, ça. Ok. Mais du coup, voilà, ça c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ces... Oui, dis-moi. Ouais. Parle un peu plus fort, juste. Ouais. Ou donne-lui ton micro. On remarque justement que les bâtiments s'élèvent en V, très maigre à la base, et s'élèvent et s'écartent. Sur le plan précédent que vous avez montré, où on voit Harrison Ford qui est en train de boire sur son espèce de balcon, c'est quelque chose de... Comment ça s'appelle ? C'est un peu comme une dalle. Comme à la Défense, tout ça, ces vieux bâtiments des années 70-80 qui sont ultra moches et que tout le monde déteste parce que c'est uniquement pratique que pour les voitures. Et il y avait un espèce de plafond à cette rue. C'est assez... comme si pour montrer que justement tout c'était inversé. Normalement, dans les rues, on voit le ciel, c'est le principe d'une rue, c'est le sens communautaire. Ici, on a l'impression...
comme pour envoyer un peu avec les Mayas et les pyramides, dont les pyramides mayas servaient aussi un peu comme des tombes, ou alors, je peux me tromper d'une autre civilisation il y en a aussi. Justement, à ce côté de tombes, d'enfermement des classes prolétaires sur Terre. Et ça me semblait juste un bon point à montrer. Bah merci beaucoup, non, très, très bonne remarque, parce qu'effectivement sur le plan d'avant, mon plan préféré, j'ai oublié de relever. Alors on voit même le plan est coupé par un plafond, mais je pense que c'est le plafond de son immeuble à lui qui coupe le plan. Mais en fait ça, avec ma VHS foutue et le fait qu'on ne voyait pas le ciel, il y a eu un moment où dans ma vie je pensais même que peut-être Blade Runner était un peu enfermé, que la ville était enfermée ou sous terre, j'avais un petit peu ça dans l'esprit. Mais voilà, très bonne remarque, tu as tout à fait raison. C'est vrai que là on le voit, le film est complètement, c'est une nuit perpétuelle. Oui. Et quand il fait un peu jour, il pleut. Quoi. Enfin, ouais, et encore, en fait, il ne fait jour qu'à un seul moment dans le film, c'est quand ils sont dans le bureau de Tyrell et qu'il va faire passer le test de Voigtkampf à Rachel, et même ils enlèvent la lumière parce que ça gêne, vous voyez. Mais disons qu'on est sur une belle journée et le soleil est très très caché déjà à la base. C'est le seul moment où il fait jour dans le film. Si ce n'est la version américaine de 82 où on voit les plans de Shining à la fin, il y a du jour. Mais sinon, voilà, pour le coup, Blade Runner 2049 est très différent puisque on nous montre du jour, mais du jour pollué. Voilà. Tu voulais dire autre chose ou... Non, très bien. Ok. Du coup, on va continuer. Il est quelle heure ? Oula, allez, je vais accélérer parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. L'appart, on en a parlé, ok. Il y a évidemment, du coup, un élément cyberpunk. Entre tous, on en a un peu parlé rapidement, mais pour le plaisir, c'est toujours cool à montrer. Je crois que c'est bien ça. Hop. C'est... Oui, là c'est un exemple où je vous parlais d'un immeuble biscornu. Vous voyez, on ne sait pas à quoi il sert, mais il y a l'air d'y avoir une plateforme d'atterrissage, il y a des pubs dessus, il y a des marques, voilà. Et du coup, oui, bon, voilà, vous l'avez compris, je voulais marquer votre attention sur les voitures volantes, évidemment. Alors, ce que j'aime bien, c'est vous aviez parlé des bouchons. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas noté. Los Angeles, c'est les bouchons. C'est la voiture est vraiment le mode de transport privilégié à Los Angeles du fait de son étendue, du fait qu'ils n'ont pas réfléchi les transports en commun pour que ce soit adapté à la démographie, etc., de la ville, etc. Et effectivement, on pourrait se dire que la voiture volante peut être une solution à ça. Bon, là, on est dans un monde où très certainement les gens n'ont peut-être pas les moyens de se payer des voitures volantes, etc. Moi, j'ai une autre interprétation qui est plus, j'ai l'impression que les voitures volantes ne sont pas extrêmement développées dans l'univers de Blade Runner. J'ai l'impression que c'est plus pour la police, les taxis. Au début, dans le plan de début, il y a une voiture volante jaune qui me fait plus penser à un taxi. Et les riches. On a plus l'impression d'être dans quelque chose du type le jeu vidéo Cyberpunk 2077, où c'est vraiment quelque chose qui n'est pas accessible pour les masses, quoi, pour une consommation de masse. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que ça veut dire, évidemment, toujours les institutions qui sont au pouvoir s'élèvent, là où les gens, nous, on reste au niveau du sol, etc. Bon, voilà, c'est toujours intéressant de voir cet aspect-là. J'y réfléchis, ça m'est venu il y a juste 5 minutes avant cette conférence. Je me suis rendu compte qu'on a parlé d'Hollywood. Le film ne nous montre le monde du spectacle qu'une seule fois. Bon, je ne vais pas vous montrer la séquence, vous la connaissez certainement. C'est quand il va dans le bar de Taffy Lewis. Et pareil, il y a un côté très années folles dans ce bar. Et puis c'est là qu'il rencontre donc Zora, la réplicante qui fait un spectacle avec son serpent. Il y a un côté là encore de gens... Alors, c'est intéressant de voir une réplicante qui essaye de faire du spectacle, certainement pour ramener un petit peu d'argent pour leur groupe de réplicants, pour qu'ils puissent certainement se nourrir. Enfin voilà, le film ne parle pas de ça, mais en fait on comprend qu'il y a un peu ce côté survie. Et puis en plus, les réplicants sont donc ces êtres esclavagisés. Il y a des modèles donc, pour la prostitution, des modèles militaires, etc. Et d'ailleurs, ce groupe de 4 réplicants représente ces quatre fonctions. Et donc Zora, c'était un modèle plaisir, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le film. Et donc, son corps est utilisé, encore une fois, pour le plaisir des humains, et même si là, elle se fait passer pour une humaine, mais en tout cas, il y a cette forme d'utilitarisme des corps, etc. Et du coup, moi, ça fait rebondir un petit peu à ça, au fait qu'Hollywood...
c'est une machine à rêve aussi, mais tout le monde sait que c'est aussi certainement générateur d'énormément de cauchemars et d'aspects négatifs à ce clinquant. Je vous dis ça parce que ça sera important pour la conclusion. Je vois que quelqu'un a quelque chose à dire. Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il précise pas. Ouais, t'as raison. Non, en fait, t'as raison. Ouais, c'est vrai. C'est Daryl Hannah, c'est ça? C'est Daryl Hannah, Pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, je le disais, j'étais pas sûr. Merci. Non, t'as raison, t'as raison. Non, mais soyons justes. Non, mais c'était un petit piège. Bah qui oui, était non, levé, mais... voilà, bravo. On a tous des problèmes, on a tous des défauts. Non, merci beaucoup, tu as raison. Ce qui ne change pas le fond, hein, au final. Mais donc voilà, donc société du spectacle est aussi représentée dans le film, et c'est un des éléments marquants de la vie de Los Angeles. On a quand même des punks, à un moment. Quelqu'un sait? Parce que ce serait con quand même de ne pas avoir de punk dans un film qui a créé le genre cyberpunk. Bon, là, c'est plus l'anecdote, hein, mais on en a, je crois, à 3340. Hop, deux punks. Voilà, c'est tout. Ah oui. Vous en aurez aucun autre. Est-ce que ça a inspiré le nom du genre cyberpunk? Non. Mais j'aime cette idée qu'un film qui n'avait pas pour vocation à être cyberpunk, c'était pas encore existant, il y a des punks. On fait remarquer qu'il y a aussi les deux nonnes. Donc il y a deux nonnes, il y a le cybernon. C'est un super genre. C'est un autre genre inventé par Ridley Scott. Le cybernon. Il y a des bonzes après, on peut faire du cyberbonze aussi. C'est marrant parce qu'il y a une mission dans Cyberpunk 2077 où on aide deux bonzes. Tiens, je me demande si c'est lié. Okay, un truc. Là, je pars autre part. Tu voulais dire quelque chose ou... Ça va. Ah ouais, les nonnes aussi, putain, ça. J'avais même pas fait gaffe. Ok. Donc là, on a un peu tout vu sur la représentation, on va dire, cyberpunk de Blade Runner. Tout ça pour dire que Blade Runner 2000... En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire un comparatif entre le premier Blade Runner et 2049, où on voit que les films... Une œuvre, notamment cyberpunk et de science-fiction, c'est toujours aussi pour adresser, mettre en image les peurs d'une époque. Et on voit qu'il y a quand même une petite différence entre les deux films, même si pour moi elle n'est pas assez profonde, mais on peut dire que dans Blade Runner, le premier, donc ça va être la destruction de la nature. Voilà, on l'a dit, il n'y a plus de végétaux, les animaux sont artificiels, on comprend qu'il y en a très peu qui sont vrais. Il y a l'instrumentalisation des corps et des esprits, on l'a dit, la surpopulation, la pollution, enfin voilà. Et dans 2049, on a aussi ces problématiques, mais on se rend compte que des fois, ça prend un petit peu le pas. C'est caché par d'autres peurs qui sont plus actuelles. Je dirais l'intelligence artificielle, c'est là où Blade Runner 2049 remet un pied vraiment dans ce qu'on définit aujourd'hui comme le cyberpunk, avec donc ce personnage d'intelligence artificielle qui aide K, le personnage principal. Il en est même plus ou moins amoureux. Enfin, il y a une espèce d'idylle étrange comme ça. Et là, en plus, c'est hyper intéressant parce que l'intelligence artificielle devient devient pour le répliquant ce que le répliquant était pour l'humain, donc un outil. Enfin, il y a tout un truc très intelligent là-dessus. Sur l'aspect pollution, je trouve qu'il y a un traitement qui est un petit peu différent parce que on va voir un extrait et puis on va en parler d'abord. On peut dire que tu aimes ce film alors, 2049. 2049. Tu l'as pas découvert en VHS noir et blanc. Non. C'est peut-être ça le. Non, mais ceux qui connaissent la chaîne le savent. Non, en fait, je suis la dernière personne à qui il faut parler pour avoir un... Ah ben pardon, mais on en parle. Non, je veux dire, j'allais dire un avis objectif sur 2049. On n'est jamais objectif, c'est pas ça, mais mon rapport au premier est beaucoup trop fort. Je pense qu'ils auraient fait quoi que ce soit, j'aurais eu des choses à redire, sauf si c'était moi qui l'avais fait. Et ça aurait été peut-être catastrophique aussi. Non, mais ça reste un film que je trouve tout à fait honorable. Respectueux aussi de l'héritage, quoi. Oui, mais ça, c'est ce qui me dérange. Parce qu'il aurait dû un peu. Oui. Non, mais pour moi, le film aurait dû se démarquer complètement. C'est-à-dire, justement, ça m'aurait plu. Quoi qu'ils auraient proposé, j'aurais dit, bon, c'est bien, au moins ils ont pris un risque. Faire une suite de l'histoire du premier, je trouve que ça a été une grossière erreur, ne serait-ce que parce que je ne comprends pas comment on a pu ramener un nouveau public aussi dans cet univers. Il y a des gens, ils ont jamais vu le 1, ils m'ont dit « Ah, j'ai bien aimé 2049 ». Je fais « Mais pourquoi ?» Enfin, à part le fait que c'est joli et que c'est bien fait, je veux dire, je vois même pas comment émotionnellement tu as compris l'histoire entre Deckard et Rachel. Enfin, en tout cas, elle n'est plus dans le film, dans le 2, mais je ne comprends pas comment, en tant que spectateur, tu as pu t'intéresser à ces personnages alors que tu n'avais pas la base. Et pour moi, c'est un des gros problèmes du film. Il fallait faire quelque chose de complètement nouveau,
quitte à ce que ça se passe même pas sur Terre. Enfin voilà. Donc j'ai plein de choses à redire. Maintenant, je dis aussi souvent, et c'est ce que je dis aussi pour Dune, 2 films de Villeneuve, et pareil pour The Arrival, enfin Premier Contact. Voilà, paradoxalement, alors que je suis un fan de science-fiction, les films de science-fiction de Villeneuve sont pas mes préférés de lui. C'est voire même ceux que j'aime le moins. Mais si tous les films, c'est ce que je dis dans l'épisode d'hier, si tous les films étaient au moins à ce niveau-là, on serait dans une utopie, hein, on serait dans un monde merveilleux. Si tous les films avaient au moins le niveau de ces films-là. Voilà, moi j'ai plein de choses à redire sur 2049, mais je veux dire, ça reste un film de bonne facture. Voilà, voilà, on arrête de parler de 2049. Enfin non, puisque je vais vous montrer des images. Je vais vous montrer des images. Je dis ça moi, mais en fait je dis n'importe quoi. Où sont mes trucs? Hop, 2049. Donc on y va. On va redémarrer. Wow, pardon. Ça me paraît plus fort qu'avant, Quentin, non? On est bon. 3525, allons-y. Je vais un peu baisser. Tac. Un petit peu. Voilà. Hop. Merci Quentin. Voilà, donc il y a 2 choses en fait avec ce plan. C'est par rapport à Blade Runner, premier du nom, là on voit la montée des eaux déjà, qui est une peur plus actuelle, quoi. C'est-à-dire, donc dans le film, on voit qu'ils ont entouré ou en tout cas protégé la ville de Los Angeles par un immense mur qui le protège de la mer, de la montée des eaux. Ce mur, c'est le mur de Sepulveda. Sepulveda qui est la partie nord-est, nord-ouest de la ville, et donc on comprend qu'ils ont enserré la ville de ça. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans le premier Blade Runner, mais voilà, on réinterprète un petit peu, on insère dans Blade Runner 2049 des peurs plus récentes. Et c'est sur le traitement aussi de la pollution, qui pour moi dans le premier film est plus de l'ordre des gaz à effet de serre, vous voyez, avec les flammes du début, etc. On est plus là-dessus, et aussi la saleté dans les rues, qui pour moi est assez proche de ce qu'on pouvait avoir dans les villes américaines des années 80. Le New York d'aujourd'hui est bien plus propre que le New York des années 80, qui ressemblait par pas mal des aspects à Blade Runner. Vous savez, cette image qu'on a du New York des années 80 avec la fumée qui sort des bouches d'égout, des choses comme ça. Enfin, il suffit de regarder Tortue Ninja, le premier film. Voilà, ça vous donne une très bonne idée de ce à quoi ressemblait Blade Runner. Enfin, je dis ça comme si j'avais été... Oui, moi, en 82, à New York, rien du tout. Alors que là, je trouve qu'on est plus, vous voyez, cette déchetterie, je trouve qu'il y a vraiment l'aspect, pour moi, symboliquement, de parler du recyclage, enfin la surconsommation. Vous voyez, on voit les effets de la surconsommation de la société de Blade Runner, et in fine, la nôtre, avec ces champs gigantesques, cette déchetterie, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un petit pic pour San Diego, parce qu'il quitte Los Angeles, il fait, vous arrivez à San Diego, déchetterie. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr que... Bon, Villeneuve est québécois, il n'est pas angelin de base. Mais je suis sûr qu'il y a un truc comme New York et le New Jersey. Vous savez, voilà, bon, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Mais voilà, vous voyez, juste avec 3 plans, comme ça, on voit des différences à ce niveau-là. Dis-moi. Ouais, voilà, exactement. C'est la merde de plastique, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ça fait écho aux merde de plastique, pour que tout le monde entende, c'est pour ça. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est comment on va utiliser ces éléments. Dis-moi. Ouais. Ah, on va en parler un peu. Il y a du néon encore, mais on est plus sur des écrans
avec un style néonisé, j'ai envie de dire. Disons que la charte graphique est un peu néon, mais tu as raison, on est plus sur des écrans dans 2049. Et il y a des hologrammes aussi. Mais on verra ça après, on va y venir. Et du coup, je voulais dire quoi? Je ne sais plus. Du coup, j'ai complètement oublié le fil de J'en mon... parlais de la pollution. Ah oui, si, oui, voilà. Non, mais en fait, j'avais dit ce que je voulais dire. Mais juste, oui, San Diego, ok. Et juste pour la petite anecdote, la ville devait s'appeler San Angeles dans la première version du scénario, puisque dans l'univers de Blade Runner, la ville s'étend de San Francisco à San Diego. Donc sur tout ce que je vous ai dit là, déjà de base ça existe, mais donc on est vraiment sur quelque chose de gigantesque. Voilà. Donc ce qu'on comprend par rapport à tout ça, c'est que Blade Runner, c'est un mélange des genres au sens large. C'est-à-dire, de par son aspect cyberpunk, on l'a vu au niveau des architectures, etc., etc. Mais il y a un dernier aspect dont on a parlé en intro et qu'on n'a pas vu là pour le moment, c'est l'aspect démographique de la ville de Los Angeles dans Blade Runner. Donc on voit très clairement qu'il y a une multiculturalité dans Blade Runner, ce qui est en fait la réalité de Los Angeles d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, donc 114 nationalités, 224 langues. C'est une ville qui est fondamentalement multiculturelle, cosmopolite. Et on voit que le choix de cette ville, il n'est pas anodin, puisqu'on garde cet état d'esprit, même si, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on va voir ça. Donc, on peut faire aussi... pourquoi j'ai noté ça? Ça n'a rien à voir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai... Oui, ah non, ok, j'ai sauté des trucs. Non, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça. Ouais. Oui, juste sur la fin de la cité, de l'État-nation, etc. On va juste y revenir avant que je passe au multiculturalisme, même si c'est un petit peu lié. Je sais pas pourquoi j'ai fait le lien entre les deux. Je sais pas. J'étais bourré. Non, c'est faux. C'est faux, arrêtez. Ça va. Hop. Tac. C'est quelle minute? Quelle seconde? Je serais curieux de voir sur ce qui se passe à la 2049e seconde. 2049e? Je suis sûr qu'il y a un truc dans le Denis Villeneuve. 2000. Non, mais teste pas. Je suis sûr qu'il y a un truc. Vous voulez un verre? Allez. Ouais, voilà. C'était pour faire là. T'étais bourré, c'est ça? Oh merde! Mais tout est lié. Ok, alors. Non, je le connais par cœur, c'est horrible. 636, ok, hop. Tac. Donc, pas besoin de baisser la lumière. Donc, vous connaissez ce plan, évidemment, donc c'est le siège de la police du LAPD, de la ville de Los Angeles, donc le commissariat. Et là aussi, c'est intéressant, du coup, de voir que le traitement du truc, on est positionné en haut. Et... en fait, c'est pour faire le lien ensuite avec le traitement de comment sont traités les individus dans la ville. C'est que la police, qui est quand même une institution de pouvoir, et ben en fait, elle est au milieu de la ville, elle est au milieu des gens, quoi. Elle est au niveau du sol. Et elle est traitée, en fait, en termes de mise en scène, en plongée. On la domine quand même si c'est un bâtiment imposant, un bâtiment beau. Je trouve que et qui a l'air important. Je trouve que ce choix de plan, il est intéressant parce que, à contrario, quand on voit les tours Tyrell, c'est vrai que je vous les ai pas montrés, donc on va juste aller au début. Enfin, on les a vus rapidement tout à l'heure, mais au début du film, les tours Tyrell, voilà, on est plutôt à l'inverse, écrasé par les tours, quoi. C'est-à-dire, elles nous dominent, vous voyez. Et c'est là où, en termes de symbolique, on voit l'aspect cyberpunk de l'œuvre, c'est-à-dire les conglomérats capitalistes, en termes de mise en scène, nous écrase, là où nous, en tant que spectateurs, on est au-dessus des institutions étatiques classiques que représente la police. Voilà, donc c'était une digression, puisque j'en avais parlé tout à l'heure et j'ai oublié d'aborder ça. Mais du coup, voilà, on en revient au côté multiculturel. Il y a ce que je vais appeler la créolisation de la société de Blade Runner. Donc la créolisation, c'est un concept qui a été mis en place par Édouard Glissant, qui est un auteur afro-descendant, enfin antillais. Je vous conseille énormément ma vidéo sur Terre Marron de mon ami Michael Rock, qui est un auteur afro-futuriste antillais. J'ai fait une interview de lui et c'est passionnant, il en parle bien mieux que moi. Mais du coup, on peut parler de créolisation de la société. Donc la créolisation, c'est quoi? C'est la naissance d'une culture via le mélange de plusieurs cultures. Donc typiquement les créoles des Antilles, qui sont un mélange
de français, d'anglais, d'espagnol, de langues amérindiennes, de langues venues d'Afrique, etc. Et donc, la créolisation de la société, c'est quand une société, une culture nouvelle émerge de plusieurs cultures. Et dans Blade Runner, c'est éminemment le cas, puisqu'on a le City Speak, qui est cette langue qui est parlée dans Blade Runner. On va regarder la séquence, et on peut faire le rapprochement avec le Spanglish, qui est la langue que parlent les latino-américains à Los Angeles, qui est donc, comme son nom l'indique, du Spanish et English. Donc, vous voyez, c'est un élément qui est très important pour moi. Dis-moi. Non, j'allais faire une blague sur le franglais, mais on va la passer. On n'a pas le temps. Le franglais n'a pas, le statut de langue comme le Spanglish, quoi. Le Spanglish, c'est vraiment quelque chose d'assez mis en place. On va regarder la scène avec... je vais essayer de vous faire en plus les traductions en même temps. C'est quand il prend des nouilles. Vous m'en donnez 4. Non, 4. 2 et 2. 4. Et des nouilles. Hey, Idiwa. Monsieur, Admiral Kovachin Engum Bitek. Il vous arrête, monsieur Decker. On vous trompez de type, mon vieux. Lopa, Negojma. Tevaja Blake, Il dit vous êtes un Blade Runner. Ah bah, dites-lui que je mange. Captain Brian Toga. Enio Mayo. Brian. Merci. Donc voilà, une séquence de dialogue dans des langues étranges. Ces langues, alors il y a un peu de tout là. Avec le sushi master, il parle japonais. Donc il lui dit Nani shimashoka, donc qu'est-ce que vous voulez. Il lui répond en anglais, c'est là que c'est intéressant. C'est donc on comprend tout de suite qu'en fait le Blade Runner, le flic des rues, quoi, on va dire, comprend le japonais. Il le parle pas forcément, mais il le comprend. Et puis il y a une scène en fait assez marrante parce que lui, il lui dit donc il en veut 4. Il lui dit futatsu jubun desu yo. Il lui dit 2 ça suffit. Et du coup derrière il fait non 2 et 2 4. Il fait futatsu jubun desu yo. Il fait bon ok vas-y bon bah des nouilles avec en plus. Donc il laisse tomber et après il lui dit wakata kudasai yo. Ça veut dire vous comprenez. Mais en fait c'est une manière de le dire un petit peu comment dire ironique. Ça veut dire tu comprends pas, me fais pas chier quoi, fais ce que je te dis. Donc c'est assez drôle. En fait c'est marrant parce que si on ne parle pas la langue on comprend pas l'interaction quoi. Mais on se dit ils comprennent pas, ils se comprennent pas, mais en fait ils se comprennent tous les deux très bien. Ils sont en train de s'engueuler, ils sont pas d'accord quoi. Le sushi master veut pas lui servir ce qu'il veut. Donc ça c'est intéressant. Et après ce qui est plus intéressant c'est donc l'arrivée des deux policiers, donc Gaff qui est lui aussi un Blade Runner joué par Edward James Olmos que vous connaissez certainement puisque c'est lui qui jouait Adama dans Battlestar Galactica et qui est certainement un de mes personnages préférés. Donc là il lui parle en fait dans ce City Speak qui est la langue des rues. Donc là le flic il lui dit hey Idiwa, je crois que c'est du coréen. C'est une manière de dire, bon là j'ai la traduction, ouais, c'est du coréen. Ça veut dire hey, viens là, enfin écoute-moi quoi. Et du coup après l'acteur Edward James Olmos il a créé le City Speak. C'est une idée qu'il a eue avec il en a parlé avec Ridley Scott et il aime beaucoup les langues. Il est d'origine mexicaine à la base et enfin en tout cas non peut-être pas mexicaine mais en tout cas il est latino-américain. Je crois qu'il fait partie des familles qui vivaient aux États-Unis avant l'annexion qui vivaient donc sur les territoires qui aujourd'hui font partie des États-Unis, mais lui il est latino de base quoi. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des latino-américains qui ne sont pas descendants d'immigrés mexicains ou sud-américains qui sont venus aux États-Unis, mais qui sont en fait descendants des gens qui étaient basés au Texas, en Californie et dans les autres États qui appartenaient au Mexique et qui ensuite sont devenus américains par l'annexion aux États-Unis quoi. Donc voilà, bon bref, il a toute cette histoire, il en parle bien avec moi et du coup il a créé ce City Speak. Et du coup là la première phrase, alors c'est un mélange de français, d'hongrois et d'allemand. Monsieur,
Est-ce que vous avez compris le français quelque part? Monsieur, il y a des connaisseurs. Donc monsieur, d'abord, français. Ensuite, c'est Azonal Kovetsen Engem. Ça, c'est du hongrois. Et en gros, il lui dit viens avec moi maintenant. Et à la fin, il dit bitte, s'il vous plaît, en allemand. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Descartes fait semblant de ne pas comprendre. On apprend dans la version avec les voix off, que vous avez peut-être vu, qui n'est pas la version là, c'est la Final Cut, puisqu'il y a 12 versions du film. Il y a une version avec des voix off, et il explique qu'il connaît, mais il veut pas lui faciliter la tâche. Donc, hop. Il dit, il vous arrête, monsieur Decker. On vous trompez de type, mon vieux. Donc là, c'est que du hongrois, ça veut dire en gros, hey connard, tu te fous de ma gueule, t'es un Blade Runner. Il dit, vous êtes un Blade Runner. Ah bah, dites-lui que je mange. Donc là, il lui dit Captain Brain, toka, meni omaeyo. Meni omaeyo. Alors là, c'est un peu un jeu de mots parce que meni mae, ça veut dire en japonais, ça veut dire il veut te voir. Enfin, c'est le fait de voir, quoi. Et omae, c'est une façon un peu slang de dire toi. Donc en fait, il fait un jeu en meni mae et meni omaeyo. Donc en fait, le Captain Brain veut te voir. Et donc, il va le suivre un petit peu après. Donc cette créolisation jusque dans la langue, elle montre qu'il y a eu une réflexion vraiment sur cet aspect-là. Alors c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils aient choisi ces langues-là, donc le français, l'hongrois. Il parle en voix off, il dit qu'il y a du polonais. Enfin voilà, c'est très très cosmopolite, mais pas d'espagnol. Et c'est là une des choses. Je saute un peu des étapes parce que je me rends compte qu'il est moins 10 et j'avais plein d'autres choses à vous dire. Mais je saute un petit peu les étapes. C'est intéressant parce que ça, c'est une chose qui m'a un peu surpris, et je l'ai compris très très tard, c'est qu'il n'y a aucune trace de l'héritage latino-américain de Los Angeles dans Blade Runner. Alors qu'aujourd'hui, et déjà à l'époque du film, c'était une très très grosse communauté. Je crois que dans les années 90, il représentait 40%, dans les années 60, c'était 20%. Donc on va dire que c'était 30 dans les années 80 à peu près, et aujourd'hui c'est même 50% de la population de Los Angeles. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire une ville qui a été fondée par les Espagnols, qui s'appelle Los Angeles, quand même, les anges, où la culture latine est extrêmement présente, elle est complètement absente de Blade Runner, et donc elle est remplacée par quoi? Une culture plutôt asiatique. Et pourquoi? Parce que dans les années 80, et notamment le Japon, il y avait vraiment cette idée que le Japon comme économie en explosion totale, c'est ce qui nous produisait toutes les dernières technologies. Enfin, il y avait vraiment un petit peu ce fantasme du Japon qui allait un petit peu dominer le monde. Il y avait l'aspect culturel avec la japanimation qui commençait à s'exporter, le cinéma aussi. Enfin voilà, il y avait vraiment un petit peu ce fantasme du Japon qui allait peut-être même supplanter les États-Unis dans l'avenir, culturellement, technologiquement, économiquement. Ouais. C'est vrai. Alors, les Shaw Brothers, donc c'est Hong Kong. Là, je parle du Japon, mais alors j'y allais venir. Effectivement, il y a une grosse influence chinoise aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de traitement entre les deux. Alors, tu as raison sur les Shaw Brothers, mais du coup, le choix artistique qui est fait, c'est que tout ce qui concerne les Japonais, ça va toujours être un petit peu en hauteur, dans les airs, quoi. On a, je vais pas perdre de temps, je vais pas vous montrer les extraits, vous les connaissez. Ces geishas dans les grands écrans sur les immeubles, etc. Tout ce qui est japonais va être montré de manière aérienne, on va dire. Et tout ce qui concerne la Chine, même dans les graffitis, les inscriptions, tous les aspects un petit peu culturels, à part le Sushi Master, tout le reste, les idéogrammes qui vont être en graffiti, c'est que du chinois. Et du coup, il y a vraiment cette vision un petit peu du monde où la Chine aussi va s'exporter, va s'implanter durablement. En plus, il y a une forte communauté, il y avait déjà une forte communauté chinoise et japonaise à Los Angeles, puisque ça a toujours été une terre d'immigration, et puis c'est en face dans le Pacifique. Mais on voit qu'en fait, dans l'idée de Blade Runner, elle va supplanter complètement la culture latino-américaine. Je pense que c'est un petit peu le message qu'il y avait derrière ça. Enfin, en tout cas,
une des peurs, peut-être inconscientes, qu'il y avait derrière ça. Qui reproduit aussi le côté Japon dominant la Chine, faisant la guerre à la Chine également. Enfin, on va dire dans l'histoire de. Et ce qui est amusant, en tout cas, c'est que Scott retrouvera le Japon avec Black Rain, où il reprendra. J'allais en parler. T'allais en parler. Alors vas-y. Non, enfin, j'allais juste le mentionner. Non, continue. Non, mais voilà. Donc, si vous avez vu Black Rain avec Michael Douglas, etc., où il reprend un petit peu justement l'esthétique de Blade Runner, le film est un peu moins intéressant, mais il reste très touchant, très beau, très bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà. Donc, le Japon reviendra en tout cas. Chez Scott. Mais à l'époque-là, le Japon, il y avait vraiment dans Alien, la société la société, les salauds, quoi, c'est la Weyland Yutani. Vous voyez, dans Robocop 3, bon, c'est pas le meilleur, mais moi je l'aime d'amour. Dans Robocop 3, c'est des robots cyborgs japonais qui viennent se battre contre Robocop. Il y avait vraiment cet aspect-là. Dis-moi. Saibot. Exactement. Eh ben, on a gagné 5 minutes sur la... non, t'as raison. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et juste, je suis obligé, là, je vais essayer de conclure rapidement du coup. Mais du coup, tu m'as fait perdre le truc. On revient au... Ouais, enfin voilà, bon, bref, il y a Japon, chinois. Et par contre, voilà, Blade Runner 2049, ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 80, l'équilibre des forces s'est vraiment inversé. On le voit aujourd'hui dans plein de films. La Chine, il y a un soft power de la Chine qui est extrêmement présent. Il suffit de voir, mais là je spoil un épisode que je sors dans 2 semaines, la différence entre Pacific Rim 1 et Pacific Rim 2. Dans Pacific Rim 1, il y a encore un peu cette place du Japon comme quelque chose, un peu la même position là, alors que c'est un film des années 2000, mais comme c'est un hommage aussi à Evangelion, etc., il y a un peu cette aura qui est là. Et dans Pacific Rim 2, la Chine est extrêmement présente, elle aide à produire les robots, enfin vraiment il y a un vrai truchement. On le voit dans les Transformers, où même ils ont tourné des scènes uniquement avec des Chinois en Chine pour l'exportation. Enfin voilà, on voit qu'il y a un vrai changement. Et dans Blade Runner 2049, alors la Chine est un peu plus présente, en tout cas le film est un peu plus équilibré. On va dire qu'il y a plus il est d'une certaine manière encore plus cosmopolite que Blade Runner 2049, parce qu'on va dire qu'il y a encore plus de nationalités représentées, mais en tout cas sur les inscriptions, on va dire purement idéographiques, on va avoir plus la présence de Chinois qu'avant, on va encore avoir du japonais, et on va surtout avoir aussi de la présence du coréen, ce qui n'était pas du tout le cas en plus dans les années 80. La Corée n'était pas du tout la puissance économique et culturelle qu'elle est devenue aujourd'hui, puis en plus on peut penser que la guerre de Corée était encore... Bon, elle était aussi assez éloignée quand même, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait peut-être encore un petit peu ça aussi. Et puis, c'était encore une dictature, même la Corée du Sud, je crois que c'était encore une dictature jusque dans les années 90. Donc on voit, aujourd'hui, la Corée a une vraie politique de soft power, via la musique, via les séries, etc. Et on voit que dans Blade Runner 2049, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il va à Las Vegas, il va dans un casino abandonné, et les idéogrammes dessus sont en coréen. Et j'ai remarqué en le regardant encore hier que même dans la ville, ils ont rajouté des idéogrammes coréens. Voilà. Donc, est-ce que j'oublie? Je vous ai parlé des latino-américains. Et petit détail juste, là, du coup, je passe complètement à autre chose. Mais du coup, Blade Runner est devenu un peu une uchronie, parce que donc, c'est un film dont on a dépassé le futur, mais c'est un film qui est héritier d'une époque où l'URSS existait encore. Et est-ce que quelqu'un a vu un détail dans Blade Runner 2049 qui fait dire que c'est devenu une uchronie? Non? Ah, ouais. Il y a 2 détails là-bas. Oui. Non, bah vas-y, tu as déjà parlé. Exactement, il y a un hologramme de la ballerine, tout à fait. Donc il y a des hologrammes, pour répondre à la question de tout à l'heure. Et donc, dans Blade Runner 2049, il y a une ballerine qui fait en hologramme gigantesque, et il y a écrit « produit de l'URSS ». Donc, en 2049, l'URSS existe toujours, mais en fait c'est logique, parce qu'en fait, dans le Blade Runner premier du nom, en 2019, l'URSS existe toujours. Donc on a gardé ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que Blade Runner 2049 et Blade Runner apportent des choses nouvelles par rapport au monde, mais en même temps on garde une forme de réalité. Enfin, c'est très bizarre ce double truc. Bon voilà, juste pour conclure, je dirais que en fait Los Angeles c'était la ville parfaite pour représenter l'univers qui a été imaginé dans Blade Runner, parce qu'on l'a vu, tous les points qui sont ce qu'est Los Angeles à l'époque et aujourd'hui sont repris, on met juste les potards à fond, et mine de rien, j'ai presque envie de dire qu'on change pas grand-chose, à part la perte de l'aspect latino-américain. On reste sur un Los Angeles
assez actuel, et d'autant plus aujourd'hui avec les problématiques qu'on connaît, c'est-à-dire la hausse de l'immobilier à Los Angeles qui a foutu, je crois qu'il y a 55 000 personnes sans abri, rien que dans Los Angeles intramuros, c'est gigantesque. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes aussi de drogue avec cette nouvelle drogue dont vous avez certainement entendu parler. Enfin voilà, il y a tout un problème de politique publique, économique et sociale qui est en train de poser de vrais problèmes. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui que, au final, la vision de Blade Runner sur Los Angeles, elle était assez juste et en même temps, elle est fausse complètement sur l'aspect esthétique, mais sur les thématiques, il y a certainement quelque chose de vrai. Voilà. Merci à vous.